Dans VIP cette semaine, une véritable star du continent africain. C'est une star, je peux vous le dire, parce qu'on a eu du mal à la voir, mais on l'a enfin rattrapé. Il est certainement le rénovateur le plus inspiré de la rumba congolaise. 45 ans de carrière déjà pour celui que tout le monde appelle depuis son enfance Papa Wemba. Papa, bonjour. Bonjour. Vous me le dites une seule fois en entier, votre vrai nom, prénom, avec tout ce qui va avec? Shungu Wembadio Pene Kikumba. Mon prénom catholique, c'est Jules. Jules? Jules. Pourquoi Jules? Ben, c'était en fait le prénom de mon père. Voilà. Et comme je suis son premier, ouais. Donc il fallait que je prenne aussi son prénom, quoi. Et c'est aussi parce que vous êtes le premier qu'on vous a surnommé très vite papa, en étant le fils aîné de ce couple. Vous venez nous rejoindre sur KTO. Première fois, vous me disiez que vous étiez dans un média catholique. Et bien, en 45 ans de carrière, il était temps de le faire. Votre nouvel album, Papa Wemba, maître d'école. Pourquoi maître d'école? À chaque fois qu'on me pose cette question, je rigole un peu, quoi, parce que, bon, c'est vrai que c'est difficile de me faire comprendre comme ça, quoi. En fait, je trône depuis plus de 3 décennies et demie au-dessus d'une institution qui s'appelle Moloka et Viva la Musica, et qui a vu défiler bon nombre de musiciens, de chanteurs congolais aujourd'hui qui font l'honneur et le bonheur de la rumba congolaise, quoi. Alors c'est pourquoi je me définis comme étant le maître de cette école absolue, quoi. Le patriarche, un peu. Le patriarche, quelque part, oui. Celui qui régit un petit peu les choses et tout ce qui a trait à la rumba congolaise. Bon, je fais le pont puisque nous l'avons hérité aussi de quelque part. Il y a eu nos aînés, il y a eu nos parents, et que nous aussi, nous sommes en train de le léguer aussi à la jeunesse qui vient aujourd'hui, quoi. Comment vous définiriez la rumba congolaise à quelqu'un qui ne connaît pas du tout, qui va le découvrir dans cette émission? En fait, au départ, la rumba, c'est une danse. L'homme blanc, au lieu de dire kumba, il a eu du mal à dire kumba, il a dit rumba. La kumba, en fait, c'est le nombril. D'accord. Alors, au départ, c'est la danse du nombril. C'est un couple qui danse tranquillement, mais bon, les deux nombrils se croisent. Oui, comme c'est très collé serré quand même. Oui, collé serré. Bon, voilà, collé serré. Et puis par après, bon, comme je disais, que l'homme blanc, il a eu du mal à dire kumba. Il a appelé directement rumba. Donc c'est devenu une danse, et par après, c'est devenu un vrai style musical que nous défendons jusque-là, quoi. Avec bonheur, avec plaisir, bonheur. Et puis dans le monde entier. Et quand je disais qu'on a vu un mal fou à vous avoir, c'est pas contre votre volonté, c'est juste que vous êtes en voyage en permanence. Ah ouais, entre 2 avions tout le temps. Ouais, entre l'Europe, l'Afrique. J'ai vu qu'à un moment dans votre carrière, le Japon avait beaucoup compté aussi. Ah oui. Qu'est-ce que ça a été le Japon pour vous? C'était une découverte, c'était aussi à la fois un plaisir pour moi d'aller au pays du soleil levant. Dans une culture qui est très différente de la vôtre. Qui n'a rien à voir, quoi. 2 extrémités différentes, quoi. Et j'ai eu du plaisir, moi, j'ai eu du plaisir. Et puis, il y a eu un bon nombre de Japonais qui sont venus m'écouter et qui m'ont applaudi. Et qui ont copié ce que j'étais en train de leur donner, quoi. Et jusque-là, bon, il y a toujours des Japonais là qui parlent Lingala. Lingala, c'est une langue qui est parlée dans mon pays, et aussi qui aiment ce que je fais. C'est vrai qu'ils sont des gens très cultivés, très ouverts à toutes les influences du monde entier. Les États-Unis aussi les États-Unis plusieurs fois ont eu une influence aussi, une importance pour vous. Qu'est-ce que vous avez trouvé là-bas? Bon, les États-Unis, quand même, bon, c'est parmi les continents où n'importe qui pourra y aller et visiter, quoi. Donc, je n'ai pas la prétention de dire que je connais tous les États-Unis, mais bon, je suis allé quand même aux États-Unis, en Amérique. Influencé aussi artistiquement, musicalement? Bon, les rhythm and blues. Le blues, bien que ça vient de l'Afrique, mais ça a été propulsé aux États-Unis, quoi. Donc c'est comme le boomerang. Donc voilà. Moi, c'est le blues, quoi. C'est le blues, parce que le blues, c'est le cœur qui parle. Et à chaque fois que vous revenez chez vous, qu'est-ce que vous retrouvez avant de repartir sur une prochaine destination?
Quand je rentre chez moi à la maison, ben, je retrouve ma ville. C'est surtout l'odeur. C'est surtout l'odeur de cette ville-là qui m'attire. Quelle est l'odeur de cette ville? Ça m'intéresse. C'est inexplicable, je ne peux pas l'expliquer, quoi. Ça, c'est l'odeur qui m'attire, quoi. Et puis les habitants aussi, quoi, qui sont très ouverts, très joyeux, très accueillants. Et très assidus à KTO, donc je voudrais quand même les saluer, les habitants de votre beau pays, parce qu'on est très, très suivis là-bas. Ah oui, et au départ. vous recevoir, c'est aussi une manière de rendre hommage à votre pays et à tout ce continent magnifique, parce qu'au continent départ, africain. c'est un pays catholique, hein. Ouais. C'est un pays catholique, c'est pas un pays laïque, quoi. C'est un pays catholique au départ, quoi. Et toutes les religions sont venues un peu plus tard, quoi. Mais la religion catholique, elle est présente là, quoi. Et toujours très présente aujourd'hui. Ah oui, très présente, jusque-là. Et pour vous, c'est important? Ah ben oui. Moi, j'ai fait mes études dans ça. Mes parents, ils m'ont éduqué avec une rigueur chrétienne, quoi. Bien que mes parents, ils étaient des protestants, mais ils ont voulu à ce que moi, leur fils, aille dans une école chrétienne catholique. D'accord. C'est un drôle de choix que vous avez compris? Et ce n'est que par après que j'ai compris, parce que ma maman voulait à ce que je connaisse bien Dieu. Et ma maman, chaque fois, elle m'a incité d'aller chaque fois, tous les matins à l'église, quoi. Tous les matins à l'église. Je n'ai pas eu mon baptême à mon jeune âge. Ce n'est que quand j'ai eu mes 6 ans que maman a voulu que je prenne mon baptême, quoi. Et puis, à 10 ans, c'est là où j'ai fait ma première communion. Et je suis resté assez longtemps comme ça, enfant de cœur. Enfant de cœur. Et quand, dans la ville de Kinshasa, ex-Léopoldville, il n'y avait pas encore vraiment des églises qui étaient bâties, quoi. Des prêtres, ils nous faisaient des messes à ciel ouvert. Ça, c'était quelque chose, quoi. Ça vous a structuré, finalement? Ça vous a donné un socle solide sur lequel vous êtes revenu des années plus tard? On parlera de votre rencontre peut-être avec Dieu un peu... Ma rencontre avec Dieu, ça n'a rien à voir de ce que vous voulez faire allusion, quoi. Dieu, il est omniprésent. Dieu, il est là, il est partout, quoi. Quitte à toi de savoir comment l'invoquer et comment être avec lui, quoi. On y reviendra à cette conversation sur Dieu, ça va être très très intéressant et on verra en deuxième partie, on va recevoir un jeune photographe qui s'appelle Jérémy Corbeau et qui expose actuellement au Musée des Beaux-Arts d'Orléans. On aura une discussion à ce sujet-là sans doute très profonde et intéressante. Je voudrais qu'on écoute quand même votre musique, qu'on regarde vos clips Papa Wemba pour démarrer cette émission. Je vous propose de commencer avec Africain comme toi, ça vous va ? Où j'interpelle l'homme africain, quoi. J'ai dit, tu dois savoir te prendre en charge, quoi. Laisse chaque fois, ne te laisse pas chaque fois quémandeur comme ça avec la main tendue tout le temps. Et j'y vais très loin en disant que Barack Obama, attention, vous êtes un Africain. Nelson Mandela, Africain. Et Gaddafi, Africain. Je cite aussi quelques noms des leaders comme ça que j'ai eu. Nous, en France, on a Léopold Sédar Senghor, qui était important. Ah oui, tout ça, c'est très important pour nous, quoi. Donc, c'est seulement, j'incite, j'essaie de ramener l'homme africain de se prendre en charge, quoi. De se prendre en charge. Et de faire appel à une certaine fierté, finalement, africaine? Ah oui, parce que l'Afrique, c'est un continent qui va se développer de très bientôt, là. Très bientôt, ça va s'exploser, l'Afrique, puisqu'il est encore vierge jusque-là, ces continents-là, quoi. Bien qu'il y a des choses qui se passent, mais demain, c'est un continent qui va faire venir beaucoup d'investisseurs et beaucoup de visiteurs. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, franchement. Africain comme toi, Papa Wemba. Berceau de l'humanité, tu n'as pas à te présenter, juste ta couleur identifie ta source. Continue qui te compte, Mbappé, sa bisolibosa, Mabele qui te compte, Maïsa, Bayoka, Mabebe, Mandeke, Yala, Guignoso, et Mama Banyama, Abisi, Abitino, Namitido,
nyonso se mpona biso bana afrika tolia tozwa makasi mpe mayele o ya koluka kotombola mpe kobatela o mabele eza komba apesa biso soki odefendre mabele na yo te dis-toi à ta place bakosala yango mais sache-le ekozala se bapanzi yo batalaka se mabumu na bango. Alors, Papa Wemba, je sais que vous vous en défendez, mais pourtant, il y a quand même, dans certaines de vos chansons, des messages presque politiques. Oui, je sais, vous n'aimez pas ça. Bon. Il y a quand même une responsabilité de l'artiste, par exemple, quand on fait une chanson comme celle-là. Ah oui, absolument. Absolument. Il faut de temps en temps aussi dire très haut ce que les hommes politiques disent très bas, quoi. Que la population sache de quoi. Et qu'on ne reste pas naïf quelque part, quoi, qu'on ne soit pas naïf quelque part. Est-ce que vous trouvez que vos contemporains sont naïfs? Bon, la naïveté, elle est un peu de partout comme ça, quoi. Surtout quand vous avez tout le temps la main tendue, quoi. Quand on a la main tendue, bon, il y a cette naïveté-là, or que tu peux te prendre en charge et sortir de ce que tu as envie de sortir, quoi. Vous qui avez fait, vous avez dû faire plusieurs fois le tour du monde, non? Oui. J'ai eu cette chance-là de traverser tous les océans et je remercie le bon Dieu d'ailleurs de m'avoir donné cette occasion et de m'avoir donné aussi cette belle voix, quoi. Ouais. Puisque bon, c'est ça mon arme. Oui, qui est une voix d'ailleurs un petit peu perchée. C'est pour ça qu'on s'appelle le rossignol. Oui, oui. Mais alors justement, je voulais vous dire, vous qui avez fait plusieurs fois le tour du monde, il est reçu comment votre pays ailleurs? Enfin, qu'est-ce que vous en percevez, vous, de l'image de l'homme congolais, africain, si on veut faire un peu trop large, un peu plus large? Bon, c'est vrai que ce pays est convoitisé, quoi. Il est convoitisé par nos voisins et convoitisé aussi par l'Occident. Il faut le dire clairement, quoi. C'est un pays qui a un sous-sol vraiment trop riche. Et que, bon, voilà, jusque-là, ça se cherche encore. Et cette démocratie-là, qui nous avait été imposée, bon, aujourd'hui, c'est vrai que la démocratie aujourd'hui, bon, elle est connue de tous maintenant, quoi. Elle est connue de tous, quoi. Mais seulement, nous sommes un peu quelque part à la merci de ceux qui nous font pour nous diviser, quoi. Moi, je trouve qu'il y a un décalage assez extraordinaire, mais vous allez me l'expliquer, entre un discours qui est très construit, qui est censé, on voit que vous avez roulé votre bosse, que vous avez réfléchi à beaucoup de choses, puis quand on écrit, on réfléchit de toute façon. Et puis, cette période, alors que, pour tout vous dire, j'ai découvert en préparant cette émission ce qu'on appelle la SAP. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la SAP? C'est un mouvement hyper important dont vous êtes l'un des meneurs. Expliquez-nous ce que c'est et pourquoi c'est tellement important alors que ça a l'air tellement pas artificiel, mais superficiel, quand on découvre un peu les choses comme ça. Et j'ai l'impression que ça n'est pas tant que ça. Alors, expliquez-moi la SAP. Bon, c'est vrai que pour un Européen, ça paraît quelque chose de très... C'est étrange. C'est étrange, mais oui. Pour nous, Africains, c'est pas du tout étrange. Parce que les dimanches, quand on va à l'église, nos parents, c'est sapé, quoi. Tiré à 4 épingles. Même nos mamans, ils se mettaient vraiment en boubou traditionnel très, très, très bien, quoi. Alors, nous aussi, quand on va à l'église, enfin, c'est peut-être moins vrai aujourd'hui, mais on essayait de bien s'habiller un peu mieux que
Que d'habitude, la SAP, ça veut dire la Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Voilà. C'est un mouvement qui est né au Congo. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on a voulu sortir un peu de l'ordinaire, quoi. C'était un mouvement qui était parti de jeunes qui se faisaient des défis qui étaient le mieux sapés et tout ça qu'on sort. Et puis ça a pris une ampleur incroyable qu'on ne s'entendait même pas, quoi. Nous, on ne s'attendait pas de ça, quoi. Quand nous sommes arrivés ici à Paris pour la première fois vers les années 80, on ne s'attendait pas. On croyait que, bon, c'était entre nous seulement comme ça. Et puis la presse parisienne s'est rapprochée de nous. Et ils ont découvert que, bon, nous, on avait le mouvement, tout ça, de la SAP et consorts. Et puis, bon, ça a pris l'ampleur que nous-mêmes, on n'entendait pas, quoi. Il y a eu le film, là, Black Micmac, qui a propulsé aussi le mouvement de la SAP, des sapeurs. Et puis, bon, jusque-là. Hier, c'était critiqué. C'était critiqué par certains. Ils disaient que c'était un mouvement de voyous, de gens qui ne réfléchissaient qu'à s'habiller. Oui, qui ne pensaient qu'à l'apparence et aux apparences extérieures, alors. Mais il y a une période, il y a chaque fois un temps pour tout, quoi. Hier, peut-être c'était ça, mais aujourd'hui, peut-être on pense maintenant à autre chose. On pense beaucoup plus à autre chose, quoi. Et puis, bon, maintenant, tout le monde se réclame sapeur. Même Obama, aujourd'hui, se réclame sapeur. Vous voyez comment Obama s'habille aujourd'hui, là. Il s'habille très bien noué la cravate. Parce que ça, c'est pour rigoler, quoi. Au-delà des habits, comme vous dites, d'être tirés à quatre épingles, d'être originaux, d'être un peu flamboyants, etc., est-ce qu'il n'y avait pas une revendication politique aussi derrière ce mouvement? Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'était pas une manière de s'exprimer un petit peu différemment? Non, du tout. Même quand à l'époque, le maréchal Mobutu nous avait décommandé de recourir à l'authenticité, ça n'avait rien à voir contre ce que le maréchal nous avait recommandé, quoi. Juste un mouvement de jeunes qui voulaient se faire voir et puis voilà, quoi. Et aujourd'hui, vous êtes toujours le prince de la SAP, vous êtes toujours dans ce... J'aime. Dans ce mouvement. Quand j'ai dit que j'aime, j'aime, quoi, parce que, bon, ça me colle à la peau, hein. Bien que je sois plus vraiment le sapeur d'hier, parce que hier, pour s'habiller, il fallait dépenser beaucoup d'argent. Mais même trop, non? Il n'y en a pas qui sont allés un peu dans des extrémités, des jeunes sans argent, qui sont peut-être allés un petit peu trop loin, enfin ça... Sans argent, c'est trop dire, quoi. Comment sans argent? Ah ben oui, mais bon, quand on travaille, c'est avec la sueur de son front qu'on gagne l'argent, et on peut se l'offrir n'importe quoi, quoi. Donc, mais bon, aujourd'hui, c'est quand même... la SAP est devenue un truc de la rue. Tout le monde s'y réclame maintenant sapeur, quoi. Et la SAP aujourd'hui est dans la rue, quoi. Et dans la rue, c'est ne plus comme hier où on achetait des costumes à plus de 10 000 euros, de 15 000 euros, quoi. Vous avez dit la sueur de son front. Ah oui. Vous avez bien dit ça. Si je ne m'abuse, c'est une des phrases qu'on retrouve dans la chanson Simple Rêve. Simple Rêve. Ah oui, vous voyez, hein. Eh ben on va l'écouter et la regarder. Cette chanson, moi, elle m'a particulièrement touchée. Écoutez vraiment bien les paroles, vous qui nous regardez et qui nous écoutez, parce que c'est là aussi une fois très profond. Et je vais aller vous chercher sur une ou deux phrases comme ça, Papa Wemba. Merci. On écoute. Dans mes rêves, je suis un enfant d'un futur très très brillant. J'apprendrai tout de mes parents, valable pour tout mon vivant. Dans mes rêves, je suis de l'argent, avec odeur, mais de l'honneur. Dans mes rêves, je suis travailleur, mais je gagne avec sueur. Dans mes rêves, je suis une église, sans pasteur qui se déguise. J'en ai peur qu'à le chapitre m'éloigne de l'esprit. Dans mon cœur, je maille. Dans mon cœur, je maille. Dans l'effort, je crève, car ce n'est qu'un simple rêve.
Pasina motema, pasina motema, poisana ngosi, noto. Un très joli titre qu'on retrouve sur votre dernier opus, Maître d'école. Dans mes rêves, je suis un enfant, je suis de l'argent, mais on entend bien de l'argent qui a une bonne odeur, l'argent durement gagné. Je suis une église aussi. Vous pouvez approfondir un petit peu tout ça? Bon, en fait, ce n'est qu'un rêve, quoi. C'est vrai que tout le monde est permis de rêver, quoi. Moi, je n'ai fait que me rapprocher un peu de tout ce que touche l'homme, l'être humain, quoi. Il pourra se dire, bon, voilà, dans mes rêves, je me suis vu que, voilà, je suis devenu un homme riche. Il pourra se dire, bon, voilà, dans mes rêves, c'est vrai qu'on est enfant, mais on est appelé demain de grandir. Mais de grandir comment? C'est avec le soutien de ses parents. Et dans mes rêves, bon, je suis travailleur, mais je gagne cet argent avec la sueur de mon front, quoi. Donc, c'est un peu tous ces exemples-là que j'ai essayé, moi, de rassembler pour... Et une église? L'église, en fait, il est maintenant, aujourd'hui, dans nos pays, nous vivons un tas de choses, quoi. Hier, il n'y en avait que 2-3 églises, quoi. 2-3 religions plutôt, quoi. Mais aujourd'hui, il y a plein de religions qui naissent au jour au lendemain, quoi. Mais quel genre de discours ces pasteurs-là nous amènent, quoi? C'est quel genre de discours ces pasteurs-là nous disent, quoi, de temps en temps. C'est là où je me suis vraiment arrêté, quoi, arrêté, pour dire que, bon, voilà, seul Dieu est vivant et nous devons regarder Dieu, quoi. Nous devons le contempler, nous devons prier pour Dieu. Alors, ça fait au moins 2 fois qu'on parle de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on parle de ce passage où vous êtes parti quelque temps en prison et où Dieu est venu vous visiter? Vous le dites tel quel, vous l'avez raconté d'ailleurs dans une chanson qui s'appelle Numéro d'écrou. Oui. Bon. Racontez-nous un peu cette histoire incroyable, parce que c'est... En fait, là, mon art a repris le dessus, quoi. J'aime plus revenir dans tout ça, quoi. Mon art a repris le dessus. J'étais tout seul dans ma cellule pendant 3 mois et demi. Et j'avais chaque fois envie, moi, de sortir de là. Alors, vous inquiétez pas, il n'a tué personne. Hein. De sortir de là, quoi. De sortir de là. Ouais. Et il y a un rossignol en cage. Et je sais qu'à mon fort intérieur, j'ai été visité, quoi, mais par un être que je n'avais pas palpé, que je n'avais pas vu, quoi. Et pour moi, dans ma tête, c'était Dieu qui m'avait visité, quoi. Et cette nuit-là, j'étais comme qui dirait un enfant. Et ça m'a fait du bien, parce que quelques jours après, bon, j'étais sorti de là où j'étais en liberté. Qu'est-ce que ça a changé à votre vie? Non pas le passage en prison, mais cette visite intérieure. C'est difficile à expliquer ça en 2 mots comme ça, parce que c'est un truc un peu personnel et ça m'a mis en confiance, quoi. Et je n'hésite pas aujourd'hui de dire que voilà, je suis un élu de Dieu, quoi. Je n'hésite pas de le dire ouvertement comme ça, quoi. Parce que quand j'ai été visité, tout ce que j'ai vécu, c'est personnel. Mais quand on est un élu de Dieu, comme vous dites, ça donne des devoirs peut-être? Ou une mission? Une conduite. Une conduite. Une conduite et puis un devoir. Et puis un devoir aussi, quoi. Parce que bon, c'est vrai, quand on embrasse Jésus, on ne peut pas faire la mi-chemin avec, quoi. Il faut aller avec lui jusqu'au bout, quoi. Et moi, c'est cette mission-là que j'ai, c'est d'aller avec Jésus jusqu'au bout. Et quand vous tenez ce discours-là, dans les médias ou auprès de vos amis, c'est compris comme discours? C'est bien reçu? C'est comme tous nous rentrons dans une salle de classe, il y a un professeur, et il y a l'excellence, puis il y a celui-là qui tient la queue, quoi. Tout le monde ne peut pas comprendre pareil. Chacun de nous a sa façon de comprendre, quoi. Maître d'école. Je demandais à Jérémy Corbeau de bien vouloir venir nous rejoindre sur ce plateau. Jérémy, bonjour. Je vous présente Papa Wemba.
Jérémy qui est Salut Jérémy. photographe, dont nous allons découvrir le travail d'ici quelques minutes. Vous avez remarqué les chaussures de Papa Wemba quand même. Très sympathique. C'est la sape, très ça. Sympathique. Ça, c'est la sape, ça. On fait attention à la manière dont on s'habille. Nous, à côté, on a l'air naze, quoi. C'est vraiment... Voilà. On m'avait prévenu pourtant. Jérémy, vous avez suivi cette première partie d'émission dans les coulisses avec toute la bande de Papa Wemba, parce qu'il n'est pas venu tout seul. Hein. Vous n'étiez pas tout seul en coulisses, on les salue au passage. Il y a déjà vos premières photos qui passent à l'antenne, ça permet de montrer un petit peu votre travail. Et avant qu'on en parle, qu'est-ce que vous avez retenu de cette première partie d'émission, Jérémy Corbeau? Il y a plusieurs choses qui m'ont intéressé dans votre parcours et dans votre intervention. Par exemple, l'idée un peu de transmettre, avec cet album Maître d'école, de transmettre un petit peu ces musiques, ces valeurs que vous avez eues de vos parents, des personnes un peu avant vous, à les transmettre un petit peu à cette nouvelle génération. Et aussi, j'aime bien aussi ce rôle un peu d'ambassadeur que vous avez dans le monde de cette culture, un peu de cette musique de la rumba, en allant à Tokyo, aux États-Unis, d'être vraiment un porte-parole un petit peu de cette musique et de vraiment amener les gens à voir un petit peu... à aimer cette musique et à être touché. Et puis j'ai aussi été touché par votre expérience spirituelle, votre rencontre avec Dieu, comme vous avez parlé, parce que c'est aussi quelque chose qui me touche. Donc voilà, différents éléments qui m'ont touché dans votre présentation tout à l'heure. On en parlait tout à l'heure parce que nous avons un être très spirituel qu'à de nous, en tout cas qui a une démarche spirituelle dans le parcours. On a vu passer quelques photos de Jérémy Corbeau, beaucoup de noir et blanc. Un travail qui se développe beaucoup par rapport à l'espace, au décor, avec une vraie démarche. Regardez, on regarde encore des petites photos qui passent. Là, on est en milieu, comment on dit, suburbain quand on est dans le métro, hein, c'est ça? C'est à la fois, c'est un peu de la photographie contemporaine. Alors ça va être à la fois de la photographie de ville urbain et aussi un petit peu de la photographie un petit peu plus personnelle où je mets en scène un petit peu des gens. Donc ça dépend un petit peu différentes approches de la photographie. Mais qui interroge toujours le rapport de l'homme à son espace. Exactement. C'est interroger un petit peu les gens sur quel est notre rapport à la réalité. Parce que tout ce que l'on voit est réel. Mais j'ai tendance à dire que notre manière de penser va influencer notre manière de regarder. Et on ne verra pas forcément la même chose en fonction des points de vue, en fonction des personnes. Alors moi, ce que je propose, c'est de faire un petit exercice que Jérémy a l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'il propose des photos, mais au lieu de nous les expliquer lui, c'est à nous de découvrir et de faire des commentaires. Quoi. Voilà, ça se trouve, on ne va pas du tout comprendre la même chose qu'il a voulu faire passer. Je ne pense pas que j'y arriverai, moi. Mais bon, je vais faire un effort. Attendez, Papa Wemba. Si un artiste qui a 45 ans de métier comme vous et qui n'y arrive pas, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Alors regardez, première photo. L'artiste, quand il le conçoit, il vit son propre monde en lui, quoi. Et c'est à lui-même d'expliquer, quoi. Donc, bon, nous, on ne fera qu'interpréter ce que nous voyons, quoi. Ça, c'est un bâtiment. Ouais. On va rester sur cette photo-là. Alors voilà, première photo. Mais il y a comme un arbre au milieu. Attendez, comment est-ce que vous voyez cette image? Comment est-ce que vous la comprenez? Donc c'est des bâtiments séparés. Voilà. Et oui. Avec un arbre au milieu. Avec un arbre au milieu. Le bâtiment de gauche, il faut prendre les escaliers pour y arriver. Voilà. Et puis il y en a un autre, bon, il y a... Là, c'est le garage, je crois, juste en bas, c'est le garage. Et Papa Wemba, vous n'avez pas l'impression que ces deux bâtiments, ils sont en train d'écraser complètement l'arbre qui est au milieu et qu'on se dit... Ça, c'est sa façon de prendre la photo, quoi. La prochaine photo, il n'y a plus d'arbre. Je crois que même la passerelle, là, elle est trop élargie, quoi. On a bon ou pas, Jérémy Corbeau? Alors, il n'y a pas forcément de bonne réponse. Il y a différentes interprétations de l'image. Mais ce que j'aimais, par exemple, au travers de cette image qu'on vient juste de voir, c'était comment est-ce qu'on va voir cette chose que tout le monde va voir quand... Alors, toutes les personnes qui passent dans cette rue vont voir un peu ce bâtiment avec cet immeuble et puis cette cage d'escalier qu'on voyait, mais tout le monde ne va pas la voir de cette manière. Et ce que je trouvais amusant, c'était d'essayer de présenter sur une seule image, donc un seul clic, une seule photographie, à la fois l'intérieur et à la fois l'extérieur du bâtiment. Et c'était ça un petit peu ce que je trouvais amusant, c'est d'amener les gens à voir comment est-ce qu'on peut avoir les deux, ou comment est-ce qu'on peut avoir des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude. J'avais tout faux avec mon arbre. Deuxième photo. Mais c'est vrai qu'il y avait un arbre. Merci, Jérémy, il y avait un arbre. Alors, là, on a une jeune fille dans une cabine téléphonique, une jolie blonde. Déjà, vous avez trouvé que c'était une cabine téléphonique. Ah bah oui, mais elle a un téléphone, c'est pas un téléphone qu'elle tient? Mais tout le monde ne le voit pas. Et on voit le reflet de la vitre. C'est pas évident pour tout le monde. On voit dans le reflet de la vitre une voiture et un vélo. En fait, c'est une superposition. Exact. Voilà. Et après,
C'est marrant parce que c'est un peu comme si la voiture et le vélo étaient dans sa tête, comme si elle imaginait. C'est ça. Alors j'avais mis comme titre à cette image évasion fantaisiste. Alors évasion parce que justement elle est au téléphone en train. Et dans l'image, on a l'impression qu'il y a cette voiture et ce vélo qui passe. C'est comme si elle allait un petit peu partir ailleurs. Et c'est aussi cet effet, on a ces deux plans qui se rencontrent, alors qu'en fait, techniquement, ils sont vraiment à des opposés. Oui. Elle est statique au téléphone. Voilà. Eux, ils sont en mouvement, voiture et vélo. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Et je trouvais amusant de les avoir au même plan sur la photographie. Mais c'est comme dans ma chanson Simple Rêve, où je décris... Oui. Oui, c'est un peu ça, je crois. Ah ben, vous voyez, vous avez trouvé une photo pour illustrer votre chanson. Allez, on en prend une troisième, si la régie veut bien nous envoyer une troisième photo, si c'est possible, qu'on puisse... Bon, pour l'instant, on n'est pas forcément super... Waouh! Alors là, on change un petit peu. Oula, là, la perspective est affolante. Ça, c'est pris d'en bas comme ça? Ouais, je vous laisse faire, papa. d'en bas comme ça. Ouais. C'est un immeuble, toujours une réalité urbaine. Hein. Qu'est-ce que vous voyez? C'est ça. J'aime interroger des gens. Qu'est-ce que vous voyez? Comment vous le voyez? C'est dur à expliquer quand même. Quoi. Soit, Si, c'est deux barres d'immeubles parallèles. Oh, oui. Et il a retourné la photo, ce qui donne un vertige hallucinant. C'est ça, non, papa? Mais, il a retourné la photo. Bon, peut-être qu'il a retourné la photo, mais bon, c'est... C'est fou. C'est dur à expliquer quand même, quoi. C'est difficile à expliquer. Mais j'aime bien, moi, les lignes parallèles comme ça sur l'immeuble aussi. Mais ça donne le vertige, hein, Jérémy Corbeau. C'est pas une véranda, c'est pas une... Mais ce que j'aimais bien dans cette photographie, c'était en la voyant différemment, on a notre œil focalisé sur des points différents de la photographie. Si je la présentais dans le sens classique, donc avec les immeubles un petit peu face à nous, notre œil regarderait pas la même, serait focalisé sur les bâtiments et pas forcément sur les deux petits oiseaux qu'on voyait avec cette image un petit peu à l'envers. En la voyant à l'envers, quand on la voit moi, j'ai pas fait attention de voir qu'il y avait des petits oiseaux. La photo là. On est un petit peu loin de l'image, mais quand on la voit de près, notre œil est focalisé sur à la fois cette partie blanche de l'image et puis ces deux petits oiseaux. En fait, ce que vous essayez de nous faire comprendre, c'est qu'on a tout intérêt à poser un autre regard sur notre environnement, sur le quartier où on habite, parce qu'on peut très bien imaginer qu'on habite dans le quartier que vous avez photographié, qui est un quartier d'Orléans. C'est un quartier d'Orléans, où vous habitez, voilà. Et peut-être que ce regard différent qu'on peut poser sur les choses, on peut aussi le poser sur les gens. Exactement. Vous avez tendance à dire que le regard du photographe est le regard de l'enfant, finalement. C'est vrai. Comment est-ce qu'on va... quel regard est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on va avoir le regard de quelqu'un qui veut voir des choses nouvelles en ayant comme une certaine naïveté, en étant sensible à des choses qui ne sont pas forcément évidentes, ou à des petits détails qu'on va comme ça regarder ou percevoir. J'avais fait une série qui s'appelait Les Blossières, donc sur un quartier populaire d'Orléans. Et ce que j'avais aimé avec cette série... C'est toujours à Orléans que vous prenez vos... J'habite à Orléans, donc bon, c'est plus simple pour moi. Ah, oui. Et donc ce que j'avais aimé avec cette série, c'était un quartier populaire, donc avec des bâtiments assez froids, assez durs. C'était amener les gens à voir comment est-ce que je peux regarder mon quartier d'une manière différente et le voir beau. Quelle beauté est-ce que je peux voir dans ces bâtiments qu'on a l'habitude de voir. Mais alors qu'à la base, l'urbanisme n'est peut-être pas forcément toujours réussi. C'est pas forcément toujours très sexy. Alors, j'aimerais qu'on fasse un pont avec l'univers de Papa Wemba, qui pourrait sembler absolument, si ce n'est opposé, en tout cas très éloigné du vôtre. Il y a un troisième clip qu'on va regarder. La chanson s'appelle Oyebi, vous allez nous l'expliquer, mais on est aussi dans du noir et blanc, on est aussi dans une réalité urbaine qui n'est pas la vôtre, mais je pense que vous allez trouver naturellement, vous, des ponts. Jérémy Corbeau, vous nous présentez Oyebi, Papa Wemba? Oyebi, c'est juste une approche où je parle de l'amour charnel. Je parle à ma petite amie que tu sais, que je t'aime. Oyebi, littéralement en français, tu sais. C'est la deuxième personne du verbe savoir. D'accord. Savoir. Donc tu sais quoi. Donc Oyebi. Et puis bon, avec le réalisateur, nous avons tourné ces clips-là toute la nuit. Place de la Concorde? Oui, place de la Concorde. Et puis voilà, bon, je crois que le résultat est là, quoi. Voilà, alors on regarde et puis je voudrais le débrief de Jérémy Corbeau juste après. Accrochez-vous, Jérémy.
Voilà, un titre que l'on retrouve aussi dans Papa Wemba, maître d'école, avec cette voix au perché très très caractéristique de Papa Wemba, et le débrief de Jérémy Corbeau en bonus. Moi, je trouve que c'est très très joli, en tout cas au niveau, si je veux dire, au niveau esthétique de l'image et du clip, je trouve ça très très joli. Et après, j'aime aussi beaucoup la musique, que je trouve très douce, ça amène vraiment à vouloir danser sur une musique assez douce et assez câline, j'allais dire. Oui. Et envoûtante aussi, je trouve. Oui, il y a quelque chose d'envoûtant, ce rythme qui... C'est à la fois intime. Oui. En fait, j'ai fait appel à un guitariste brésilien qui m'a conduit un peu dans ce style-là, quoi. Ça fait un mélange, quoi, entre la rumba congolaise et les styles un peu latins. C'est un peu ce que je ressentais avec les voitures, la voiture qui passe dans le clip. Il y a un petit côté peut-être un peu cubain ou un peu dans ce style un petit peu... ça, c'est le réalisateur qui a voulu qu'on prenne une caisse comme ça, quoi. Je trouve ça très sympathique. On a eu tout à l'heure toute une discussion sur la spiritualité, à 2 reprises d'ailleurs avec Papa Wemba. Il faut que je vous informe, au cas où vous ne le sauriez pas, que Jérémy est l'administrateur des GBU, les groupes bibliques universitaires de France. Vous pouvez peut-être nous expliquer un petit peu ce dont il s'agit. Et il organise dans ce cadre-là des conférences, débats interdisciplinaires. Alors là, on rentre dans du sérieux, on reviendra aux photos après. Non pas que les photos ne soient pas sérieuses, mais c'est très complémentaire finalement, tout ce que vous faites. Il y a une vraie cohérence dans votre vie. Hein. Alors, j'aime beaucoup, je travaille pour cette association, les GBU. Donc l'objet de l'association, c'est vraiment d'amener les étudiants à avoir des réflexions, des discussions autour de la Bible au sein de l'université. Donc pour ça, on a justement les discussions autour de la Bible, aussi des conférences, des débats, d'initiatives plutôt protestantes. Hein. D'initiatives protestantes, mais c'est ouvert à tous, que ce soit chrétiens, pas chrétiens, catholiques, musulmans. Il n'y a pas de distinction. C'est vraiment d'amener les gens à avoir une réflexion personnelle sur la Bible. Et donc pour ça, on a par exemple une méthode pour discuter autour d'un texte biblique, qui est la méthode un petit peu OIA, où on observe un texte pour comprendre un petit peu le contexte, comment le texte biblique a-t-il été... Voilà. Comment interpréter un verset, par exemple. Attendez, on va faire carrément un exemple. Quel est le verset de la Bible ou le passage de la Bible qui vous interpelle particulièrement, Papa Wemba? Bon, il y a le Genèse, quoi. Où on dit que Dieu a commencé, la terre, elle était comment là, et puis bon, c'est la parole et tout, quoi. Et Dieu créa le Verbe, et la lumière fut. Ouais. Bon, j'ai un peu résumé la Genèse. On est bien d'accord. Aussi, avec un texte très poétique. Voilà. Alors, débrouillez-vous avec ça, Jérémy. Alors, par exemple, si on utilise la méthode OIA, ce sera observer un petit peu quelle était la structure du texte, comment est-ce que l'auteur a construit son passage, le passage biblique, quels sont les mots de vocabulaire utilisés, les temps, les tournures de style, si c'est plutôt poétique, littéraire. Voilà. Donc, c'est vraiment pour comprendre un petit peu quel est le contexte du texte. Parce que, comme on dit souvent, un texte pris hors de son contexte sert de prétexte à dire des choses qui ne sont pas forcément dans le texte. Donc voilà, déjà comprendre un petit peu la structure. Bon, c'est aussi une analyse qui peut se faire sur des débats politiques ou des recettes de cuisine. Donc c'est vraiment une approche assez structurée. Et ensuite interpréter qu'est-ce qu'a voulu dire l'auteur à l'époque pour ses contemporains. Ça permet comme ça d'avoir une compréhension assez globale et simple du texte. Et ensuite, qu'est-ce que ce texte peut vouloir dire pour nous aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut se l'approprier? Et donc je trouve cette méthode à la fois très simple, parce que tout le monde peut l'appliquer, pour vraiment comprendre un texte biblique. Et on peut analyser toutes les chansons de Papa Wemba. Exactement. Et toutes les photos aussi, parce que ça peut marcher aussi vrai, sur ça marche aussi sur les photos. Je me suis amusé à le faire. Ça, c'est très profond, ça. Et c'est très bien, parce que ça permet vraiment de comprendre le sens vraiment que vous avez dans vos chansons. Mais alors, là, il nous manque c'est comme ça que les pasteurs d'aujourd'hui interprètent leur Bible à leur façon, quoi. Puisque la Bible, c'est marqué selon Saint Marc, selon Saint Matthieu. Pour les évangiles, oui. Pour les évangiles. Des évangiles. Donc, selon, quoi. Alors, ça, c'est plus par rapport aux 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais sinon, je pense que tout le monde peut comprendre la Bible et l'analyser de la même manière, juste en réfléchissant de manière assez simple. Mais à ce stade de la conversation, il nous manque une info à Papa Wemba et à moi, n'est-ce pas? Et là, il dit oui, bien sûr, Emmanuel. Quel est votre parcours, vous, de croyant? Comment ça s'inscrit avant même d'être devenu photographe et en charge des
groupe biblique universitaire de France. Votre parcours à vous, Jérémy Corbeau? Alors, je suis né dans une famille chrétienne, protestante. Donc, j'allais à l'église quand j'étais... Voilà, ça nous fait un autre point, un point commun. Donc, je suis allé à l'église quand j'étais petit. C'était des moments que j'ai... Mais votre maman, à vous, n'était pas pleureuse, que sa maman était pleureuse professionnelle. Et c'est elle vraiment qui l'a initiée au chant. Donc, ça, vous, je pense pas. En France, c'est peut-être moins... C'est juste moins présent en France. Et je vous ai coupé, vous alliez à l'église donc petit. Oui, j'allais à l'église quand j'étais petit. Et c'était des moments que j'appréciais, parce que ça me permettait à la fois de revoir des gens que j'appréciais, mes amis, des moments même de partage et de communion avec les gens. J'étais aussi très sensible au témoignage de mes parents, dans le sens où le comportement à la maison était en cohérence avec ce qu'ils disaient de la Bible. Cohérence, là encore. Donc il n'y avait pas forcément de raison de rejeter, parce que c'était assez cohérent. Ça ne veut pas dire que j'entendais pas des objections ou des critiques sur la foi. Surtout en France, on a tout le temps des critiques sur la foi. Mais ce que j'entendais pas, c'était d'arguments. Il n'y avait pas d'arguments prouvant que Dieu n'existait pas. Donc si Dieu n'existe pas, ça veut dire qu'il existe. Donc du coup, j'ai jamais eu à remettre en cause l'existence de Dieu. Et ça, je trouvais que c'était quelque chose de fort. Mais je voyais qu'il y avait quand même une différence entre la foi de mes parents et la foi des gens de l'Église. Eux, ils avaient une espérance qui parfois me manquait. Et c'était vraiment de rencontrer personnellement Jésus-Christ comme mon Sauveur et Seigneur. Et quand j'ai fait cette démarche, donc j'avais à peu près 17-18 ans, ça amenait quelque chose de différent. C'était un regard différent sur la foi, une espérance différente, et puis aussi une rencontre avec Dieu. Alors, tout à l'heure, vous avez entendu, c'était assez émouvant. Et d'ailleurs, il a piqué du nez Papa Wemba en le racontant, parce qu'on sentait l'émotion qu'il gagnait, en racontant cette visite de Jésus à l'intérieur de sa cellule. Et voilà, de cette peut-être désespérance qui a dû vous traverser, j'imagine, à ce moment-là. Est-ce que vous avez comme été visité aussi, vous diriez ou... Alors, le contexte était peut-être moins fort que Papa Wemba là où il était. Mais moi, donc, j'étais un peu plus jeune et puis c'était un petit peu moins strict. Mais je dirais qu'il y avait vraiment cette rencontre, un peu un changement de cœur et même d'espérance. On se sent moins seul quand on est avec Dieu. On a quelqu'un qui est avec nous, qui veille, avec qui on peut prier pour avoir des conseils sur des orientations professionnelles, sentimentales. Donc c'est des choses qui sont un peu concrètes, on peut dire. Ça vous parle, Papa Wemba, tout ce que raconte Jérémy? Si, c'est vrai, mais bon, ce que... Moi, je sors un peu de ce que tout dit Jérémy. Ce que nous manquons aujourd'hui, ce sont nos enfants, quoi. Nos enfants, ils manquent ce genre d'instruction que nous avons eu, nous. Que nous avons, nous, connus avec nos parents, quoi. Nous n'avons pas... Au fait, dans la tête, on a cette charge-là aussi d'éduquer nos enfants comme nous l'avons eu avec nos parents. Mais là, le monde d'aujourd'hui, tellement la technologie est en train de grimper d'une façon incroyable. Et le monde est devenu multiple. Oh, oui, oui. Et les enfants, ils sont un peu éparpillés comme ça et écartés de nous, de la réalité que nous avons, nous, vécue, quoi. Vous avez des enfants, Jérémy? Non. Pas encore, alors prenez-en de la graine. Écoutez-le. Oui, c'est une douleur et une difficulté pour vous. Une difficulté énorme, D'ailleurs, nous avons vécu ça il y a quelques jours ici à Paris, quoi. Avec les attentats contre Charlie Hebdo et les supermarchés cachers. Oui, voilà. Et par après, j'ai entendu dire que la maman d'Amédi, comme Koulibaly, et sa sœur se sont plaints. Ils ont demandé pardon à tous les gens que leur fils ou leur frère avait assassiné, quoi. Oui, il leur a échappé, quoi. Ah ouais. Et je pense qu'il est justement comme ça important d'amener nos contemporains à avoir une réflexion sur la vie, parce que parfois c'est ce qui manque aux gens, d'avoir un sens. Quel est le sens de la vie? Quel est leur sens de la vie? Et ces gens-là trouvent un sens dans le djihad, trouvent un sens dans des choses complètement extrémistes. Plein de choses, ça peut être l'argent, l'amour, le pouvoir, n'importe quoi. Mais parfois, il manque quel est le sens vraiment de ma vie? Quel est le sens de ce que je fais? Pourquoi est-ce que je le fais? C'est quoi le sens de votre vie, Papa Wemba? Moi, en fait, je ne résiste pas à ce que Dieu nous a tous recommandé, c'est l'amour, quoi. C'est l'amour du prochain, quoi. C'est l'amour du prochain. Quand on aime son prochain, on ne peut pas sortir l'arme et la battre à bout portant, quoi. À bout portant. Il nous a tous recommandé de l'aimer et d'aimer son prochain. Son prochain, il ne s'agit pas que c'est mort de ton voisin, mais ce sont des parents, ce sont des amis, ce sont tout ce qui nous entoure, quoi. Tout ce qui nous entoure, ce sont vos prochains, quoi.
Donc, moi, en fait, c'est l'amour, au vrai sens du mot. Je crois que j'ai trouvé votre prochain invité, parce qu'il reçoit des conférenciers, genre Luc Ferry, André Comte-Sponville, Pascal Bruckner. Pascal Bruckner, Papa Wemba, dans un autre style de philosophie. Qu'est-ce que vous allez chercher quand vous recevez des conférenciers comme ça de haut vol? Qu'est-ce qui vous amène ces gens-là dans la réflexion? Luc Ferry défend plutôt une spiritualité laïque. André Comte-Sponville, il n'arrête pas de dire qu'il n'est pas chrétien. Bon, pourquoi pas, quand on l'écoute bien, c'est quand même super intéressant de l'écouter. Enfin, ils amènent quoi, ces gens-là? Ce qui est intéressant quand j'organise ces conférences qui s'appellent Forum Veritas, c'est d'avoir des points de vue différents. Donc on invite quelqu'un qui va être chrétien et non chrétien, ou oui, chrétien et non chrétien, et ça va permettre d'avoir comme ça une confrontation de deux points de vue qui seront très réfléchis. Chacun aura très réfléchi à son angle, à sa position, bien sûr. Et ça permet vraiment comme ça que nos contemporains puissent se forger une idée très concrète de ce que ça veut dire d'être croyant ou de ne pas l'être. Comme ça, on ne peut pas dire « je ne savais pas », voilà. Ça veut dire ça, ça veut dire ça. Ça donne des repères, en fait. Exactement. C'est l'histoire d'alimenter un peu la réflexion. Exactement. Donc on a organisé des thèmes sur science et religion. La science et la religion sont-elles compatibles, avec différents intervenants. Aimer son prochain, utopie ou réalité. Voilà. Réalité pour Papa Wemba. Voilà. Ah oui. Donc voilà, des thèmes de conférences qui peuvent parler à nos contemporains et qui peuvent leur permettre de se faire des idées sur des thèmes de vie, de société. Et c'est justement très intéressant. On peut voir que le message biblique a tout à fait sa cohérence dans les grandes questions de vie, que ce soit aussi bien pour des chrétiens que des non-chrétiens. Mais tous nous avons qu'un seul Dieu. Tous nous avons qu'un seul Dieu. Hein. C'est là où tout le monde doit avoir sa référence, quoi. Donc, c'est Dieu. C'est Dieu. Ah bon, on va célébrer et tout si les ça. Satan est là, les Satan, il est venu juste pour voler, dérober et t'amener dans une autre direction, quoi. Et c'est là où l'homme se mesure. C'est là où l'homme se mesure, quoi. Prendre à droite ou à gauche, c'est comme Abraham avec l'autre. L'autre. On va fêter tout ça en musique avec une dernière chanson de Papa Wemba. Elle n'appartient pas du tout à l'album, mais en fait, avec Emmanuel Kéry, qui met sur l'émission, on l'aime bien, tout simplement. Donc on s'est dit, on va se faire plaisir. C'est une chanson qui s'appelle Marosa. Ah, Marosa. Ouais. On en parle 2 secondes avant qu'on la lance. Ce sera juste audio. Hein, on n'a pas le... Marosa, en fait, c'est mon amour, c'est ma femme, avec qui nous sommes déjà... Il y a déjà 4 décennies et demie que nous vivons ensemble. Oui, mais je trouve qu'elle brille beaucoup, votre alliance, quand même. Elle n'est pas un peu récente, quand même, cette alliance? Vous ne seriez pas marié récemment, vous? C'est très récent, quand on a été à l'église dans la capitale de la RD Congo, qui est Kinshasa, dans mon quartier où j'ai grandi, avec elle aussi, sceller notre amour... pour remercier le bon Dieu de nous avoir fait l'un pour l'autre, quoi. Dire merci à ces bons dieux-là et dire merci à l'Église catholique aussi, quoi. Et dire merci à tous ces prêtres-là qui étaient venus. Et dire merci aussi à tous les amis, quoi, qui nous ont vus dans nos débuts. 44 ans de vie commune, c'est pas peu de choses, quoi. Ouais, de 44 ans de vie commune et 45 ans de carrière. On écoute Marosa. Yo, mi besi, o mi boaki, na motema, na maboko mangai, o boy komi tuna. Yo na bonyo kwani Marosa, oyo maladie sensorielle. O komonate, o koyokate, o kakasola malase funanga yo. Miswata ekufi, natango etiki komona. Maya miso ekosila te, ekozanga te, kopolisa litama. Kotunanga lisusu te, lolenge mokili ezali en couleur to en noir et blanc, ce n'est pas important. Y'a ma bébé, elle est qui mingi. Peu importe, notre amour est plus beau. Na babungi na yo, na kokumba yo, na bapasi na yo, na kosunga yo, kandala boko na yo, na komema yo, mitika na yo, na kamba ya bolingo, bolingo bo
que c'est beau. Puis quelle jolie langue. Que c'est beau à entendre. C'est les Lingala, ça. Ah, moi, je trouve ça magnifique. Ah ouais, Bon. elle est à la fois chantant et très mélodique comme ça, quoi. C'est l'heure de l'échange des cadeaux. Papa Wemba, je vous laisse offrir votre album À Jérémy. Jérémy. Je crois qu'il a un cadeau pour vous aussi. Ah oui, donc on fait l'échange de Fanny. Oh, bah, vous allez y arriver. Hein. Je pense que Noël n'était pas si loin que ça. Photo. Merci. Merci. Alors racontez-nous cet album photo, Quelle vie, par Jérémy Corbeau. Voilà, l'idée à travers de mon album, c'était d'amener un petit peu les gens à avoir une réflexion sur comment est-ce qu'ils voient leur environnement, comment est-ce qu'ils se voient eux-mêmes, comment ils se perçoivent, et aussi un petit peu quelle espérance dans tout ça. Donc voilà, vous avez un mêlé de différentes photographies. Certaines qu'on a pu voir passer à l'antenne pendant cette émission et d'autres qu'on n'a pas vues. Et puis je rappelle donc votre exposition qui vient tout juste de démarrer au Musée des Beaux-Arts d'Orléans. Voilà. Bien sûr, précipitez-vous à Orléans pour qu'on puisse découvrir votre œuvre grandeur nature. C'est toujours aussi bien d'aller voir les expos. C'est important, voilà, l'affiche. Messieurs, 2015 est encore toute neuve. Je vous souhaite quoi pour 2015 ? Jérémy, Papa Wemba après. Eh bien, une bonne année. Une bonne année, grand succès pour cette expo. Voilà, que ça puisse être amener justement les gens un petit peu à se poser des questions sur leur manière justement de regarder, de percevoir un petit peu ce qu'ils ont l'habitude de regarder. Par exemple, toutes les photos, la plupart des photos que je fais, je les fais avec mon petit appareil qui est tout simple. C'est vraiment juste comment est-ce qu'on va regarder les choses qu'on a l'habitude de voir, mais avec quelque chose de tout à fait simple. Donc voilà. Amener les gens à regarder des choses toutes simples avec un tout petit appareil. Voilà. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir fécondé aussi cette émission avec votre regard de photographe et votre spiritualité. Papa Wemba, qu'est-ce que je vous souhaite ? Qu'est-ce qu'on peut bien vous souhaiter au bout de 45 ans de carrière ? C'est le succès assuré à chaque fois, tout marche pour vous, tout roule, vous voyagez, vous jeunes mariés en plus. Ben c'est vrai que tout ne roule pas comme on l'entend, quoi. Moi, ma vie d'artiste ou la vie d'homme que je suis, je la taille toujours en dents d'essai comme ça, il y a des hauts et des bas. C'est là où je reprends ma face pour dire c'est là où l'homme se mesure. Pour dire que bon voilà, est-ce que je prends à gauche ou est-ce que je prends à droite, quoi. Mais tous ceux qui n'ont pas encore entendu ou acheté maître d'école, courez-y vite, achetez et vous allez comprendre de ce que c'est, quoi. Alors on vous y encourage grandement, c'est un petit bijou. Merci beaucoup Papa Wemba, on va vous laisser aller prendre votre avion parce que vous êtes toujours entre deux avions. Merci d'avoir fait étape à VIP. Merci pour l'accompagnement Jérémy Corbeau et très bonne année 2015 à vous deux. Merci.